Seigneur, merci pour les heures du sabbat qui se profilent à l'horizon. Merci pour ton amour et ta miséricorde envers tout ton peuple ici, les gens du mouvement et du monde entier. Nous te demandons de déverser ton Saint-Esprit sur nous alors que nous commençons notre étude, alors que nous continuons à chercher des raisons prophétiques, comment nous changeons notre état d'esprit à travers tes conseils et ta direction. Nous demandons à ce que nous ayons une plus grande connaissance et compréhension des pièges et des embûches qui nous attendent, que nous puissions discerner avec justice, continuer à changer, à grandir à ta ressemblance. Nous prions pour notre mouvement dans le monde entier. Nous demandons à ce que tu nous bénisses ici. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer avec une petite révision. C'est là où notre voyage nous a amenés. Nous avons pas mal évolué depuis. Nous sommes passés de l'autre côté du tableau parce que nous n'avions plus de place. Mais nous discutons toujours de ce changement, de cette moitié inférieure du tableau qui présente l'échelle politique de l'aile gauche à l'aile droite. Nous continuons toujours à couvrir ce sujet. Mais parce que nous n'avons plus de place, nous avons changé de tableau. L'aile gauche, son éthos prédominante, c'est l'égalité. L'aile droite, son éthique dominante, c'est la liberté. En tant que mouvement, nous étions à peu près là à droite. Rachel, tu nous as placés ici. J'étais d'accord avec toi et personne n'a été en désaccord avec toi. Tout le monde semble convaincu et c'est là où nous étions. Depuis 2018, nous avons dû changer, passer d'ici sur le spectre politique à aller dans cette zone-là de la gauche de ce spectre politique. Nous ne l'avons pas fait à cause d'articles de presse ou de mon avis personnel. Nous l'avons fait à cause d'un message prophétique et nous avons condensé ce message prophétique en environ 4 points clés ou parties qui, à partir de 2018, ont été résumés comme 2 sources d'information. Ce que nous disions était en externe, une source, une deuxième source aussi. L'une source est bonne et l'autre est mauvaise. L'autre est bonne et l'autre est mauvaise. Nous avons également discuté du fait qu'il s'agisse d'une terminologie très simpliste et des problèmes que pose une vision simple des choses. Nous savons que ce n'est pas simplement le bien contre le mal. Ce n'est pas si simple. Nous allons le démontrer lorsque nous aborderons l'aile gauche, mais pour l'instant, ce que nous disons là où nous sommes arrêtés, c'est qu'en tant que mouvement, nous sommes passés de là à là à cause d'un message prophétique. Mais qu'est-ce que cela signifie? Si nous pouvons définir ce que représente l'aile droite et ce que représente l'aile gauche, nous n'avons aucun concept ou idée de l'importance de ce changement dans notre orientation politique. Nous avons donc commencé à définir l'aile droite et l'aile gauche. Et lorsque nous avons défini, nous avons vu que l'éthique fondamentale de l'aile droite est la liberté et de celle de l'aile gauche c'est l'égalité. C'est clairement typifié dans les élections de 2016. Nous avons Clinton versus Trump, nous avons l'égalité contre la liberté. Et il est difficile pour certains membres du mouvement de voir que Donald Trump défend la liberté ou que l'aile droite défend la liberté parce que nous voyons comme ce parti politique persécuteur maintenant. Mais je veux que nous voyions la nuance. J'aimerais que nous nagions au travers des projecteurs médiatiques sur les néo-nazis, que nous descendions ce en quoi ils croient réellement. Parce que nous n'étions pas d'accord avec les néo-nazis en 2017 et les années précédentes. Avec quoi sommes-nous en désaccord? Nous ne sommes pas partis de 2018 pour dire que nous avons un problème avec les nazis. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous avions un désaccord plus fondamental avec l'idéologie de droite. Donc c'est la discussion de la liberté contre l'égalité. Nous avons défini la liberté comme la condition
Je dis, nous l'avons défini, nous avons été dans un dictionnaire. La liberté est la condition ou le droit d'être capable ou autorisé à dire, faire, penser ce que vous voulez sans être contrôlé ou limité. Donc, quoi que vous vouliez faire, dire, penser, vous avez le droit de le faire. Beaucoup de gens au centre et à droite ne sont pas d'accord avec les crimes de guerre. Donc, j'aimerais qu'on aille pendant une seconde sur ce terrain. Comment cela se fait-il que lorsque quelqu'un tue, assassine un Afro-Américain, il est accusé par le tribunal de meurtre. Donc, cette personne est accusée de meurtre. Elle reçoit une prison de vie. Ensuite, elle est accusée d'un crime de guerre, d'un crime de haine, et ce même meurtrier va maintenant recevoir une autre peine, peut-être même une peine de prison à vie, parce que lorsqu'il a tué cet homme, il l'a fait avec une position mentale de haine raciale. Donc, quelqu'un du côté droit de l'échiquier politique dira, je ne suis pas raciste. Mais lorsque vous inculpez une personne, vous le condamnez d'un crime haineux, il a déjà été condamné pour meurtre, il purge déjà une peine de prison à vie, maintenant vous allez le condamner pour avoir de la haine. Ce dont vous accusez quelqu'un, c'est une pensée. Est-ce que cela a du sens? Pouvons-nous voir qu'inculter quelqu'un d'un crime de haine, c'est lui donner, dans ce cas, une peine de mensonge pour une pensée. Cette personne est accusée de deux choses, meurtre et la conduite d'un crime de haine. Peine de mort, peine de mort, le meurtre et la haine aussi. Deux vraies pensées, deux vraies peines, à perpétuité. Donc quelqu'un de l'aile droite dira, je ne suis pas raciste, mais j'ai fait un crime de haine. Vous condamnez quelqu'un pour une pensée. Et nous croyons la liberté de penser, même si nous n'aimons pas la façon de penser de cette personne. Il est évident que c'est une pensée horrible que cette personne raciste a eu dans son esprit. Mais vous donnez quand même à quelqu'un une peine d'emprisonnement de plusieurs années ou une peine à vie pour une pensée. Cela va donc beaucoup agiter quelqu'un de l'aile droite, quelqu'un qui dira qu'il n'est pas raciste, qui peut-être ne l'est pas, mais qui voit quand même là un danger précédent pour la liberté. Maintenant, évidemment, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une représentation exacte, mais je veux démontrer à quel point cette logique est fine en matière de liberté, surtout lorsque nous commençons à parler de crimes haineux et de ces éléments plus fins, parce qu'ils condamnent quelqu'un pour une pensée. Si les gens ont un problème après ce que j'ai dit, avec la raison pour laquelle nous, en tant que mouvement de l'aile gauche, croyons qu'il est acceptable d'accuser quelqu'un d'un crime de haine, alors nous pouvons expliquer pourquoi je pense que cette personne a tort, mais sinon je vais passer à autre chose. J'explique justement la liberté par rapport à l'égalité. La liberté de pouvoir faire, dire, penser, y compris des pensées haineuses, sans être contrôlées ou limitées, alors que l'égalité est une situation dans laquelle les hommes et les femmes, les personnes de différentes races, religions, etc., sont tous traités équitablement et ils ont les mêmes opportunités. Donc, si vous avez réfléchi à ces définitions, j'espère qu'elles commencent à s'imposer commence à s'imposer pour vous. Mais aussi les différences entre liberté et égalité. Il est facile pour les gens de jeter le mot liberté dans toutes sortes de situations, mais nous devons voir la différence. Nous sommes ensuite... nous avons lu donc l'American Bar Association qui, en raison de sa profession, doit faire la différence entre les deux termes. Et ils ont décrit comment toutes les lois anti-discrimination posent une tension entre l'égalité et la liberté.
Donc, encore et encore, vous avez la liberté de la droite et l'égalité de la gauche qui entrent en conflit. Quelqu'un de droite croira aussi à l'égalité dans une certaine mesure. Quelqu'un de l'aile gauche croira en la liberté dans une certaine mesure aussi. L'Amérique, parce qu'elle est une terre glorieuse, puis le pays glorieux a été fondé sur les principes de la liberté et de l'égalité. Les deux sont bons. Mais lorsque l'égalité et la liberté entrent en tension, l'un doit céder la place à l'autre. L'aile droite dit que l'égalité doit céder le pas à la liberté. Parce que la liberté est tout ce qui compte, même lorsque des personnes disent ou pensent des choses qui ne nous plaisent pas. L'aile gauche affirme que la liberté doit céder le pas à l'égalité, que c'est l'égalité qui doit compter. Alors, je regarde si il est connecté. Je ne le vois pas en ligne. Quand nous avons essayé de définir l'aile droite et l'aile gauche, Greg a fait un commentaire sur le fait que le gouvernement de l'aile gauche est large parce qu'il a besoin de plus de représentation. Ils veulent plus de représentation des différentes communautés. Alors, un gouvernement de gauche peut compter 5 personnes et le gouvernement peut en avoir 3 parce que l'aile gauche croit en un grand gouvernement tandis que l'aile droite croit en un petit gouvernement. Et Greg avait dit que la raison pour laquelle un gouvernement est grand et un autre petit est parce que l'aile gauche dit que nous voulons plus de représentation des minorités, de différents groupes de personnes. Et je l'ai challengé sur ce point. Je pense qu'il avait raison, mais je voulais aller au fond des choses et ce n'était pas assez profond. Je ne pense pas que nous allions exactement là où nous voulions. Greg, mais vous n'aviez pas tort. Mais j'ai dit que tout ce grand gouvernement pouvait être composé d'hommes blancs et que ce pourrait être une personne trans, une personne gay et un immigrant. Mais c'est en partie une question de représentation. Ce n'est pas la division sous-jacente entre les deux. La raison pour laquelle ils ont besoin d'un grand gouvernement et qu'ils veulent cette représentation, c'est là qu'il a raison. Mais toutes ces personnes ont besoin de faire quelque chose. Vous avez des personnes qui font partie du gouvernement de droite, issus de communautés minoritaires, mais ces gens ne croient pas que leur côté du gouvernement a la responsabilité de promouvoir l'égalité, même au sein de leur propre communauté. Il s'agit de savoir quelle est la fonction du gouvernement. Le gouvernement de gauche est grand parce qu'il a beaucoup à faire. L'égalité demande beaucoup d'efforts, de supervision, de contrôle et d'application. La liberté ne demande pas tant d'efforts. Elle ne demande pas tant d'efforts parce que vous laissez le choix aux individus, aux entreprises, etc., de faire, de dire, de penser, d'employer. Tous ceux qui veulent et tous ils font ce qu'ils veulent. Nous avons discuté de la raison pour laquelle la liberté signifie tant pour les adventistes. C'est une partie essentielle de la raison pour laquelle l'adventiste se trouve à droite, comment ils craignent la loi du dimanche et comment ils perçoivent la menace de la loi du dimanche. Ils croient que leur liberté est attaquée Donc, ils sont très sensibles à la question de la liberté, surtout à la liberté religieuse. Nous nous sommes éloignés de cela en 2018 et nous devons clairement être en mesure de comprendre pourquoi nous sommes confrontés à ces deux ramifications de ces partis politiques. Je veux garder ceci devant nous parce que c'est une illustration soignée chaque fois que nous devons conceptualiser la différence entre la liberté et l'égalité. Vous avez un propriétaire, un entrepreneur. Tout lui appartient, c'est son propre temps, son propre talent, sa propre entreprise, son propre argent. Et la Cour suprême a dû décider si sa liberté de discrimination devait ou non
est plus importante ou moins importante que le droit de quelqu'un à ne pas être discriminé. Plus importante ou moins importante que l'égalité de quelqu'un d'autre dans la société. Et c'est cette affaire juridique qu'on a vue. C'est cette question sur où se concentre la guerre culturelle aujourd'hui. Nous avons donc donné quelques exemples. Nous sommes intéressés à la politique australienne. Nous avons vu plus on se rapprochait de la droite, plus on voyait la liberté annoncée, la notion que les libertés de chacun sont attaquées. Ensuite, nous sommes allés aux manifestations des camionneurs au Canada et nous avons donné un second témoignage. Puis nous avons aussi commencé à remonter dans l'histoire. Nous n'avons pas fait grand-chose à ce sujet, mais nous avons commencé à discuter de la liberté contre l'égalité dans le contexte de l'esclavage, dans le contexte de l'histoire des Millérites. Et nous ne l'avons pas fait dans une large mesure, mais à travers le mouvement des droits civiques en 1888, nous sommes revenus sur le mouvement des droits civiques en revenant sur l'esclavage. J'ai partagé 2 articles sur le forum. Je voulais vraiment m'arrêter là. Maintenant, c'est ce que nous avons vu. Nous sommes arrivés à ces endroits. Et ensuite, nous avons juste évoqué ces articles. Est-ce que quelqu'un a des pensées, des questions, des citations qui aimeraient partager, qu'ils ont gardées depuis la semaine dernière, quand vous avez lu ces articles? C'est notre pause entre notre révision. Sinon, si personne ne parle, eh ben, on continue. Raymond, Ray. J'avais une question alors que nous étions en train de réviser tout à l'heure. Quand nous disons un petit et un grand gouvernement, alors qu'entendons-nous exactement par là? Parce que est-ce que le nombre de personnes au Congrès ne change pas? Alors est-ce qu'on parle du fait de passer plus de lois? Est-ce que nous parlons d'avoir plus de fonctionnaires? En fin de compte, qu'est-ce qu'on cible? Je vais laisser ça pour le moment et je vais en parler la semaine prochaine. Tu auras un projet, tu devras nous en parler. Tu veux dire dans 2 semaines? Oui, dans 2 semaines. On va revenir un peu au début de l'étude et tu vas nous expliquer la différence entre un grand gouvernement et un petit gouvernement en ce qui concerne la taille et la fonction. C'est d'accord? Il n'y a pas d'autres mains levées, donc alors je vais passer à autre chose. Ah, Joséphine, je te prends et on passe à autre chose. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Alors, pendant la guerre civile, le Nord se battait pour l'égalité et le Sud se battait pour la liberté. Et puis, il y a eu un changement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un changement? Il change de camp, quelque chose comme ça. Est-ce que la liberté et l'égalité changent de camp ou est-ce que j'ai tout faux? Quand tu parles de l'échange, du changement, tu parles des partis politiques, le Parti démocrate? Ou tu parles de l'égalité et de la liberté? Non, les partis? Ou les partis? Oui, il y a eu un changement. Je pense qu'il y a un bon article que je peux t'envoyer, ou on peut t'envoyer après la classe, qui explique le changement qui s'est produit entre le Nord et le Sud, car les démocrates étaient le parti du Sud. Ils étaient le parti qui se battait pour la liberté et un petit gouvernement contre un grand gouvernement dictatorial d'Abraham Lincoln.
et ces États du Nord. Il y a donc eu un changement entre l'éthique du Parti démocrate et celle du Parti du Nord qui formait donc le Parti républicain. Donc, si tu es d'accord, nous t'enverrons quelque chose après les vêpres, la classe, qui explique ce changement politique. Oui, merci. Je pense que c'est une petite vidéo courte, mais elle fait un bon travail. Donc, nous sommes partis de là et ensuite nous avons commencé à compliquer un peu les choses car nous avons parlé du Parti républicain. Le Parti républicain défend la liberté et pourtant nous le voyons souvent s'opposer à des choses que nous considérons comme la liberté. Donc j'ai dessiné des petites boîtes ici et je vais mettre des gens à l'intérieur de ces boîtes. Alors un homme blanc, une femme, et une femme islamique. Un homme trans et une lesbienne. Donc le Parti républicain dit qu'il défend la liberté et pourtant il va traiter toutes ces personnes différemment. Donc ils diront que cet homme blanc veut posséder une arme. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont trouver ça dans la Bible ou dans leur propre histoire, mais ils diront que c'est son droit divin, c'est sa liberté, il doit porter une arme. Cette femme veut l'égalité des salaires ou le droit à l'avortement. Alors à ce moment-là, les membres du Parti républicain répondront non. Cette femme musulmane veut être autorisée. Disons qu'elle veut être autorisée à entrer dans le pays de la même manière que n'importe qui d'autre pourrait l'être. Si nous revenons à l'interdiction de Donald Trump pour les pays majoritairement musulmans, elle pourrait simplement vouloir obtenir un visa à côté de quelqu'un, disons la Suède. Donc ils vont donc la traiter différemment. Un homme transgenre veut subir une chirurgie d'affirmation de genre. Est-ce que cela affecte cette femme ou cet homme ou cet homme? Non. Non, parce qu'il s'agit de son corps. Donc c'est son droit. Mais le Parti républicain s'opposera à son droit de la chirurgie pour l'homme trans. Et la femme lesbienne, elle veut se marier. Donc le Parti républicain également s'opposera à son droit de se marier. Donc quand ils voient la liberté, c'est cette liberté qu'on voit chez les républicains. C'est la liberté, oui, mais ils vont combiner cette liberté avec de la moralité. Nous avons donc commencé à discuter du spectre de la droite. Et nous l'avons un peu compliqué en disant que si vous allez sur Internet et que vous regardez les spectres politiques, ils vous font ce diagramme. Donc, vous avez la droite, la gauche, et vous avez cette ligne du milieu, et ils appellent, qui s'appelle l'autoritarisme et le libertarisme. L'autoritarisme, croit en plus de contrôle et le libertaire croit en plus de liberté. Et après, ils diront que l'autoritarisme de gauche, l'autoritarisme de droite, le libertarisme de gauche et le libertarisme de droite. Je ne suis pas vraiment intéressée par la discussion sur le côté de l'autoritarisme. Je suppose que si je vous donne un peu ma position, je pense que c'est une absurdité. Mais je veux expliquer ce qu'est le
libertarianisme parce que c'est le troisième plus grand parti politique des États-Unis et il a un impact incroyablement profond sur tout ce dont nous discutons. Donc le parti républicain dira liberté et la moralité. Le parti libertarien dira juste liberté. Donc je veux essayer de vous vendre le libertarianisme. Je vais faire de mon mieux. Et ensuite, je vous demanderai si je vous l'ai vendu. Donc, un libertarien dira que toutes ces personnes chaque personne individuellement devrait avoir la liberté absolue de dire, de manger, de fumer, d'acheter, de vendre, d'apprendre, de faire ce qu'elle veut, avec qui elle veut. Tant que cette personne n'est pas heurtée par cette personne, que cette personne n'est pas heurtée par l'autre ou blessée par l'autre. Et quand il parle de préjudice, il ne parle pas de sentiments ou de pensée, il parle vraiment de dommages physiques. Hein. Vivre et laisser l'autre vivre. Nous avons abordé ce sujet la semaine dernière, mais je voulais juste le revoir un peu car nous avons dit beaucoup de choses la semaine dernière. En lisant à partir de leur web, les autres partis politiques donnent la priorité au droit à la liberté de certains, mais pas à tous. Ils parlent de les libertariens. Ils valorisent le droit à tous à vivre de la manière qu'ils choisissent, tant qu'ils n'interfèrent pas par la force avec le droit égal des autres à vivre de la manière qu'ils choisissent. Donc, cette femme a donc la liberté de vivre comme elle l'entend, quelle que soit sa religion, de la manière qui lui plaît. Cet homme transgenre a le même droit ainsi que cette femme lesbienne. Elle peut faire ce qu'elle veut, avec qui elle veut, y compris l'épouser. Nous avons donc dressé une liste et vous m'avez tous aidé, alors je ne vous le demanderai pas de nouveau, mais vous avez déjà contribué. Mais la position libertaire est, à bien des égards, très progressive. Sur le plan social, elle est très progressiste. Le mariage gay, ils le soutiennent. Ils ne sont pas tous nécessairement progressifs. Ils soutiendront la prostitution. Faites ce que vous voulez avec votre propre corps tant que vous ne nuisiez pas physiquement à quelqu'un d'autre. Avec une définition stricte du mot nuire. Alors, le droit aux armes. Alors, la dépénalisation des drogues. Alors, non à la guerre contre la drogue. Alors, je veux juste en citer quelques-uns. Protéger la liberté de religion, d'association, de parole. Il parle des lois sur la confiscation des biens et tout ce... La confiscation d'actifs est un gros problème des forces de l'ordre démilitarisées. Donc la police, je ne suis pas sûre qu'ils aimeraient que l'on résume ce point, défiscaliser la police, mais c'est similaire. Alors démilitariser les forces de l'ordre, car ce que doit faire la police, elle ne se préoccupe pas de savoir quelle arme les gens portent, quelle drogue ils transportent ou prennent, ce qu'ils disent, ce qu'ils vendent. Que doit faire la police maintenant? Elle n'a pas grand-chose à faire après ça. Et donc, la police peut être désarmée dans une certaine mesure. Très, très opposée à la surveillance gouvernementale. Vous pouvez donc imaginer ce qu'ils pensent du Patriot Act, qui, comme on peut s'y attendre, était la position du mouvement. Et quand je suis arrivée en 2018, j'ai dit que l'acte antiterroriste, donc le Patriot Act, n'était en fait pas si mauvais et nous en avons discuté jusqu'en 2019. Mais si vous vous souvenez d'avant 2019, c'était comme si la plus horrible chose qui s'était produite en 2001 par le gouvernement était le Patriot Act. Beaucoup de mauvaises choses ont été faites avec cet acte, mais les principes derrière ce document et beaucoup d'entre eux
sont en fait des choses positives. Vous pouvez voir pourquoi je dis qu'en 2019, le Patriot Act n'est pas si mauvais, alors que FFA l'a vu juste comme quelque chose d'horrible. C'est parce qu'il est aussi lié à la droite. Protéger la liberté d'Internet et la vie privée. Donc, on va marquer la vie privée. C'est lié à la fin de la surveillance et au Patriot Act. Donc, ils disent aussi que ceux qui n'ont pas été condamnés par un crime violent, donc par des délits non violents, devraient retrouver tous leurs droits de vote. Et nous sommes d'accord avec cela. À l'heure actuelle, si une personne est accusée de posséder des drogues, elle peut perdre son droit de vote. Et avec la guerre contre la drogue et la motivation raciale derrière cela, cela fait un tort incroyable aux communautés minoritaires et à leur droit de vote. Il y a donc beaucoup de choses progressistes dans ce qu'ils disent. C'est juste la liberté sans moralité imposée par le gouvernement. Et si vous les entendez parler, il s'agit d'être passif. Il s'agit de changer la société par l'éducation et la pression de la base. Donc, si une entreprise a de mauvaises pratiques, disons qu'une entreprise n'est pas très bonne en matière de santé et de sécurité, le gouvernement ne devrait pas intervenir et imposer des règles de santé et de sécurité. Au lieu de cela, ce sont les travailleurs qui diront à l'entreprise que nous ne travaillerons pas pour elle si elle ne nous offre pas un niveau de sécurité approprié. Ils ont donc également un problème, disons, avec la réglementation en matière de santé et de sécurité. Alors, toutes ces réglementations sur les individus et les entreprises doivent être supprimées. Et là où la société va mal, où la société est raciste, où les entreprises sont avides, la pression sociétale amènera ce changement. La pression sociétale et l'éducation. Ils ne plaident donc pas pour une société raciste. Ils plaident pour une société construite sur la liberté absolue qui peut ensuite changer grâce à l'éducation et à la pression sociale et non pas par l'intervention du gouvernement. Alors, qui l'a acheté? Est-ce que je l'ai vendu? Alors, j'ai entendu des lèvres bouger. Si vous voulez parler, levez la main. Alors, quelqu'un? Inscris-moi, toi, Molly. Molly, est-ce que tu es là? Oui? Oui, je suis d'accord, oui. Ça semble bien? Comme tu dis, c'est progressif. Toutes ces choses qui ont été dites sont toutes progressives. Le droit aux armes, tout le monde a une arme. Est-ce progressif? Non, mais je veux dire l'idée. L'idée qui a été discutée et qui dit que c'est progressif. Tu penses que l'état d'esprit qui se cache derrière est progressif? Oui. Oui, maintenant je l'ai vendu, mais je vais le passer au crible. C'est d'accord? Ok. Ça a l'air magnifique. Mais quand vous allez sur leur site, quand vous les entendez parler, c'est magnifique. Je ne suis pas sûre si vous avez entendu parler de la communication non violente. Si vous allez voir un de ces défenseurs, un défenseur, Tim Mullen, c'est un podcasteur, blogueur, activiste et politicien libertaire canadien. Il a été le chef du Parti libertarien du Canada de 2014 à 2021. Il a donc été le chef du Parti libertarien canadien pendant 7 ans. Il va expliquer dans un de ses podcasts comment la communication non violente est un principe libertaire parce que ça correspond aux libertariens
et alors principe, objectif. Vous voulez changer quelqu'un par la communication non violente, sans force, avec peu ou pas de jugement, en voyant simplement ses besoins, en travaillant autour de ses besoins, en éduquant, etc. Donc, si vous avez entendu parler de la communication non violente qui a été énorme dans ce mouvement au cours des 2 dernières années, des gens ont essayé de me la vendre et j'ai déçu leur espoir. C'est parce que la communication non violente est liée à un principe libertaire. Et les gens qui adhèrent à la communication non violente n'adhèrent pas à un message prophétique, mais à une position politique qui, à mon avis, est aussi opposée à ce mouvement que possible. Donc vous avez l'égalité de gauche, vous avez le parti politique, le parti démocrate, l'aile gauche, l'égalité, les centristes qui essaient d'équilibrer entre les deux en mettant un peu plus l'accent sur la liberté. Donc le républicain, la liberté sur l'égalité, avec une certaine moralité. Vous allez un peu plus loin dans cette aile droite et c'est de plus en plus la liberté. Alors j'ai demandé la semaine dernière quel est le problème avec le libertarisme de gauche. Pourquoi ce modèle est-il cassé? Qui veut répondre? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça, Catherine? Parce qu'il privilégie la liberté à l'égalité. Donc, ce côté dit la liberté sur l'égalité, ce côté est censé dire que l'égalité sur la liberté ou l'égalité sur la liberté. Alors, comment ça marche? Je ne pense pas que ce soit le cas, que ça fonctionne. Ce n'est pas le cas. Donc, si vous voyez un spectre politique en ligne et qu'il fait ceci, sachez que ce n'est pas la réalité. Aviez-vous d'autres choses à dire, Catherine? Non. Brandon? Ouais, j'allais dire exactement ce que Catherine a dit. Ça ne peut pas marcher. Vous avez l'égalité et la liberté qui s'opposent. Ça n'a tout simplement pas de sens. Ça ne peut pas marcher. Tu dois donner la priorité à l'un plutôt qu'à l'autre. Donc, c'est une décision binaire. Tu ne peux pas mélanger les deux. On ne peut pas avoir un parti politique de gauche qui donne la priorité à la liberté sur l'égalité. Cela ne fonctionne pas. Est-ce que tu as autre chose à dire, Brandon? Non, c'est tout. Je suis d'accord avec Catherine. Catherine, tu as encore levé la main. Oui, je pense que la confusion vient du fait que ça sonne un peu progressif et c'est peut-être pour ça que les gens pensent que la gauche s'y plonge trop. Et oui, c'est ce que Molly a dit, c'est progressiste, n'est-ce pas? C'est une idéologie progressiste, mais ça ne peut l'être, parce qu'ils donnent la priorité à la liberté sur l'égalité, et ils rendent ça beau. Ils pensent que dans la pratique, ce sera beau. Et en théorie, ça sonne comme ça. Je veux qu'on aille plus loin que la théorie. Joséphine. Je pense que j'ai la même idée que les autres, mais j'allais la décrire d'une manière légèrement différente. Ce qu'ils promeuvent le libertaire, les libertaires, les amènerait à droite plutôt qu'à gauche. Oui, vous voyez donc que cela va les tirer du côté de la droite. Mais ils seront toujours en désaccord avec de nombreux points avec les républicains. C'est pourquoi ils sont un troisième parti politique. Ils sont en désaccord avec tellement de choses qui sont traditionnellement républicaines. C'est pourquoi ils forment un troisième parti politique. Et nous parlons du social dans tout ça. Mais il y a aussi l'économie. Ils ont un modèle économique très défini.
Et je pense que Steve Bannon a probablement démoli leur modèle le plus clairement, mais ils sont aussi en désaccord très fort quand il s'agit d'économie. Hein. Brandon, c'était... T'as levé encore ta main ou j'ai perdu le fil? Oui, est-ce que c'est presque comme... par pure coïncidence que beaucoup de résultats de libertaires dans certaines de ces choses, c'est comme la théorie de Ramsey, elle semble juste s'aligner avec les choses de la gauche, même si l'idéologie est complètement opposée. Il se trouve qu'elle s'accorde dans certains cas, je ne suis pas sûre d'utiliser la théorie de Ramsey soit de la bonne façon, mais c'est comme ça que je le vois. C'est probablement une mauvaise façon de le dire. Toute ma vie, j'ai su que l'inégalité était mauvaise. Je savais que c'était mauvais. Je ne l'ai jamais enseigné jusqu'à ce que le message commence à se développer en 2016. Et ensuite, de 2016 à 2019, y compris 2018, je n'ai jamais précisé que l'égalité était mauvaise. Donc, vous avez environ 18 mois de 2018 à 2019. Nous arrivons au début de 2020. J'ai dit que l'autorité de l'homme est morte. L'égalité doit exister entre l'homme et la femme. Nous disons cela. Nous disons l'égalité doit exister entre les hommes et les femmes le 9 novembre parce que c'est le point de repère qu'il y a à cet événement. Nous disons donc l'égalité, mais c'est après avoir longtemps su que tout d'abord c'est moralement mauvais et ensuite après avoir vu que le message dit que c'est mauvais. Mais je n'ai pas pu le présenter avant que le modèle d'Éden et Éden ne soit mis en place. Ce qui n'a été fait qu'un mois avant le camp meeting allemand. Vous avez donc une longue période d'attente sans pouvoir dire qu'il devait y avoir une égalité entre l'homme et la femme. Nous attendions le message prophétique. Dès que cela arrive, qu'est-ce que les gens commencent à dire dans le mouvement? La plupart de ceux qui sont partis maintenant, ils commencent à dire que le mariage gay est acceptable dans le mariage, dans le royaume de Dieu. Et d'ici et là, de 2020 à 2021, soit plus de 18 mois encore, certaines personnes disent que le mariage gay est bien. Pourquoi les dirigeants ne le disent-ils pas? Et les gens se sentent déçus parce que je n'enseigne pas que le mariage gay est acceptable dans le royaume de Dieu. Ce qui s'est passé ici, c'est que ceux qui n'ont pas changé de position politique ont simplement adopté leur propre version de la liberté. Ils n'ont jamais abandonné la liberté pour l'égalité. Ils sont simplement devenus... ils ont englobé la liberté dans l'égalité. Et particulièrement lorsqu'il s'agit de l'externe, ils ont connecté beaucoup plus la liberté qu'auparavant. Donc quand nous enseignons Eden à Eden, nous enseignons l'égalité. Et eux, ils disent la liberté. Ils disent que le mariage gay est bien, mais ils pensent qu'ils soutiennent une position de gauche. Et ce n'est pas le cas. Ils ont soutenu le mariage gay par le principe de la liberté, mais pas de l'égalité. Et la raison pour laquelle ils ont pu prêcher le mariage gay dans les premiers mois de 2020 est qu'ils ont abordé le sujet de LGBT Party à partir de la position de liberté. Et nous, en tant que dirigeants, il fallait attendre 18 mois avant de pouvoir aborder la même question depuis la plateforme de l'égalité. Et cela prend du temps. L'ancien Jeff, il savait, nous savions que nous finirions par soutenir les personnes LGBT dans ce mouvement, de la même manière que je savais que l'autorité était erronée bien avant le camp meeting d'Allemagne, que l'égalité. Mais il fallait l'enseigner, non pas à partir de la liberté, il fallait l'enseigner par rapport à l'égalité. Je dis cela uniquement à cause de ce que vous avez dit, Brandon. Quand vous dites que c'est progressif, cela dépend de l'approche, parce que si quelqu'un ici, un employé, ne veut pas faire un gâteau pour un couple homosexuel, les libertaires, rien. Ils seront les libertaires. Ils seront de quel côté?
ils soutiendront leur droit de se marier. Mais vous trouverez le Parti républicain ici. Et le Parti démocrate du côté de la Commission des droits de l'homme de Colorado. Donc ça semble progressif. Dire simplement que vous soutenez le mariage gay n'est pas nécessairement une idéologie de gauche. Alors, avez-vous autre chose à dire? Merci, c'était merveilleux, j'apprécie vraiment. Bon, merci. Lynn? J'allais faire un commentaire, poser en quelque sorte une question concernant la droite. Donc, on a les républicains, la droite chrétienne, conservatrice, et vous la comparez ensuite à la droite libertaire. Il me semble qu'on a déjà dit que la droite se concentre sur la liberté morale. C'est la liberté dans les limites de leur idée de la moralité. Elle est donc limitée dans ce cadre, si vous voulez. Alors que le libertaire élargit cette perspective et ne la limite pas vraiment à la moralité. Si ce n'est dans les termes généraux du moment que vous ne faites pas de mal physique à une autre personne, mais vous pouvez voir comment il est vraiment d'extrême droite, mais plus large et plus vaste en englobant beaucoup plus. Et je pense que la confusion vient du fait qu'il semble y avoir une similitude, mais en fait, quand on regarde l'ensemble de ce qu'ils défendent, c'est vraiment une position d'extrême droite. C'est presque aussi loin qu'on puisse aller. Dis-moi quand tu as fini parce que je ne veux pas t'interrompre. J'ai fini. Je sais qu'il y a d'autres mains. Si vous avez une question, veuillez les lever à nouveau et nous reviendrons. Mais j'aimerais revenir sur ce que tu as dit, Lynn, à propos à propos d'être dans une position plus extrême. Le Daily Beast, c'est une journal, a publié un article il y a quelques années qui a provoqué une petite tempête et a rendu beaucoup de libertaires très mécontents. Mais leur position est en fait assez facile à défendre. Je voudrais citer un petit extrait qui s'intitule... Ils disent que le libertarianisme a un problème avec l'extrême droite. De nombreux leaders éminents de l'extrême droite, radicale et dangereuse. De nombreux leaders éminents de cette communauté se sont identifiés à un moment donné comme libertariens. Je suis curieux de savoir pourquoi. Milo Yiannopoulos s'est construit lui-même et a été qualifié par d'autres de libertaire. Et il y a environ un an, il a avoué son identité, puis il en cite d'autres. Et alors, Milo Yiannopoulos, Tim Gionnet, Galvin McInnes, Augustus Invictus, Stephen Molinus, Richard Spencer. Il est également vrai que beaucoup des extrémistes d'aujourd'hui sont des conservateurs mécontents. Cependant, il y a beaucoup plus de conservateurs dans ce pays que de libertaires. Donc, vous avez une grande quantité de conservateurs, une petite quantité de libertaires. Alors, pourquoi un si grand nombre de leaders proviennent-ils de ce parti libertaire de manière disproportionnée par rapport au parti conservateur? Cela suggère qu'il y a... donc, Jeffrey A. Tucker il a fait, donc il y a un article, il énumère 5 différences entre l'extrême droite et les libertariens. Ils diffèrent donc sur certains points et pourtant il semble que l'on puisse observer que le libertarianisme est de manière disproportionnée une passerelle vers l'extrême droite. Donc nous voulons discuter du pourquoi, de la raison. Pourquoi l'extrême droite passe-t-elle davantage par la droite que par les conservateurs?
Lorsque nous avons commencé à enseigner en 2018, 2019 sur les problèmes de l'extrême droite, et nous parlons du christianisme, nous avons dit depuis lors que nous sommes dans un monde post-chrétien, ce que nous essayons de faire passer, c'est que FFA et tous ceux qui les entourent, et puis alors que nous avançons dans notre notre ligne de réforme jusqu'aux adventistes, nous parlons donc aux chrétiens conservateurs. Donc ce que nous disons est placé, ils sont placés dans une bulle. Par conséquent, nous allons mettre en évidence le lien entre Mary Stewart Relf et Walter Weif. Nous allons parler du christianisme. Nous allons parler des évangélistes qui soutiennent Donald Trump. Nous allons parler de Jerry Falwell. Eh bien, nous faut savoir que nous disons cela depuis quelques années parce que nous nous adressons à une bulle chrétienne encore. Et si vous élargissez cela, vous regardez les États-Unis tels qu'ils sont, ce n'est pas une image précise de l'origine de la véritable menace. Dans une certaine mesure, oui. Mais les vieux conservateurs républicains, moraux au Congrès, à la Cour suprême, c'est un problème. Mais même ça, c'est dans une bulle. Et c'est pourquoi je pense que ce que Rachel a enseigné sur le Gamergate est si important, parce que cela commence à démanteler la bulle pour que nous puissions voir la plus grande image de ce qui se passe. Je ne pense pas que cela doive se compliquer ou être si compliqué. J'espère que les gens ne se sentent pas dépassés. Je pense que cela peut être simple. Nous vivons dans un monde post-chrétien. Les États-Unis ne sont plus un pays chrétien. Ils ne vont plus du tout dans ce sens. Quels que soient les vainqueurs des prochaines élections, les États-Unis ne retourneront pas au christianisme. Et la menace ne vient pas seulement des vieux conservateurs qui perdent le pouvoir. Ce que dit cet article et d'autres comme lui, quand vous regardez à l'extrême droite, quand vous regardez quelque chose comme le 6 janvier, il y a une raison pour laquelle vous n'avez pas de prêtre. Le 6 janvier, vous avez un chaman. Ce n'est pas un symbole chrétien. Et il n'est pas âgé. Donc, pour revenir au libertarisme, cela peut ressembler à quelque chose de progressif. Donc, Molly, comment un libertarien voit-il la loi de 1964, la loi des droits civils de 1964. Donc, Graham, comment un libertaire réagirait-il à la loi sur les droits civils de 1964? Je pense qu'il serait positif. Donc, il serait positif à la loi des droits civils, oui. Je vais dire que tu as raison, mais en partie. Mais si vous allez au titre 4 de la loi sur les droits civils, désolé Molly, je ne savais pas que tu participais. Je te demanderai une prochaine fois. Si vous allez au titre 2 de la loi des droits civils, alors, la loi dit que vous avez le droit de jouir de manière égale des biens, services, équipements, privilèges, avantages et aménagements de tout lieu d'hébergement public. Vous ne pouvez pas être traité différemment dans un lieu d'hébergement public en raison de votre race, de votre couleur, religion ou origine nationale. Donc, je viens un article de Huffington Post. Il s'intitule « Pourquoi les libertariens et Rand Paul ont tort par rapport aux droits civils ». Est-ce que vous savez qui est Rand Paul? Secouez la tête.
Je vais partager l'écran parce que vous connaissez peut-être son visage, mais pas son nom. Et ça aide toujours, je pense, de pouvoir mettre un nom sur un visage. Est-ce que des gens connaissent cet homme? Si vous avez déjà regardé le problématique Jon Stewart à l'époque du Daily Show, Ron Paul était évoqué. Dans beaucoup de ces contextes, Ron Paul apparaîtrait. C'est un républicain, mais son histoire est essentiellement libertaire et son père est un politicien libertaire. Il est donc plus libertin qu'autre chose. Alors cet article, il date de 2010, suite à l'insurrection du Tea Party. Alors, après sa victoire aux primaires du Sénat contre le candidat républicain de l'établissement de l'institution du Kentucky, Ron Paul a créé des remous lorsque Rachel Maddow l'a forcé à admettre sans ménagement son opposition à certaines parties de la loi sur les droits civils. Pour de nombreux membres de la communauté des droits civils et du centre politique, ce fut un choc. Ça ne devrait pas l'être. Ça ne devrait pas être un choc. Je ne vais pas vous citer maintenant. Mais parce que Ron Paul est principalement libertaire et les libertaires ont de gros problèmes avec la loi sur les droits civiques. Depuis des années, les libertariens s'opposent à l'ingérence du gouvernement dans les affaires privées, que ce soit l'opposition, réglementation environnementale. Je veux dire aucune réglementation environnementale faisait aussi partie de leur programme. Ça rentre en conflit sérieusement avec la liberté des individus et des entreprises. Pendant des années, se sont opposés à l'ingérence du gouvernement, que cela signifie une opposition à la réglementation environnement, loi sur le travail et à la lutte contre la discrimination. Il n'est pas surprenant que Ron Paul croit aussi en ces mêmes choses que celles de ce que croyait son père. Alors, ils disent que même si Ron Paul est républicain, il a des racines libertaires. Son père s'est présenté à la présidence en tant que candidat libertaire. Donc, même en tant que républicain, il a ce penchant. Ron Paul a clairement dit qu'il n'était pas en faveur de l'abrogation de la loi sur les droits civils. Il en soutient la grande majorité. Alors, quel est le problème? Le problème se situe dans cette partie, dans différentes parties de la loi. Surtout le titre 2, et c'est là que les libertaires entrent en conflit avec les droits civils. Vous avez le droit de jouir en toute égalité des biens, des services, des équipements, des privilèges, des avantages et des aménagements de tout lieu d'hébergement public. Donc, si je possède un hôtel, c'est mon business, c'est mon argent, c'est mon temps, c'est mon installation, et je dis que je veux que des blancs dans mon hôtel. La loi sur les droits civils dit que je n'ai pas le droit de faire ça. Mais la loi sur les droits civils concerne la liberté ou l'égalité? Est-ce que la loi sur les droits civils prédomine la liberté ou l'égalité? Je sais que quelqu'un a dit la semaine dernière que s'il retourne en arrière, il lisait des articles sur le mouvement des droits civiques, tout ce qu'il voyait, c'était la liberté, la liberté, la liberté. J'ai répondu que cela dépendait des articles qu'on lit et de la façon dont on les examine, car ce n'est pas ce que je vois, c'est la loi sur les droits civiques qui est dominée ou dirigée par le principe de la liberté ou de l'égalité. Catherine, c'est l'égalité qui prime sur cette loi. C'est l'égalité. Et on peut le voir dans le titre 2 que c'est l'égalité.
surtout quand il est question de l'hébergement. Donc l'égalité prime sur la liberté de l'hôtelier. Oui, ceux qui gèrent toute forme d'hébergement public et ils font de l'hébergement un terme très large au fait. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Non, non, c'est tout. Alors, Brandon, est-ce que c'est ce que tu allais dire? Yes, I agree with Catherine. Oui, oui, je suis d'accord avec Catherine. Molly, you say equality. Alors, Molly, tu as dit égalité, hein. Mais vous avez dit égalité comme les autres et je suis d'accord. Oui, dans un sens. Que l'égalité, c'est pour tout le monde, c'est large. Il n'y a pas de limite. Hein. C'est égal, c'est l'égalité pour tout le monde. Non. Cela signifie que les individus n'ont pas la liberté de discriminer un Afro-Américain. Même si cela est en conflit avec la liberté de quelqu'un, le droit, et ça couvre plus de groupes, mais le droit d'une personne noire à l'égalité l'emporte sur celui de la liberté de quiconque possède une école ou une entreprise ou une école ou toutes ces choses. Donc un républicain aujourd'hui ne s'opposera pas aussi ouvertement au droit civil. Ils laissent tout glisser, ils élargissent, car ils auront des plaintes, mais un libertaire, si on le pousse à bout, a toujours de sérieux problèmes avec la loi sur les droits civils. Je cite de nouveau, les libertaires ne sont pas sortis de ce point de vue. Après la victoire du mouvement des droits civiques, ils sont juste devenus plus silencieux. Rand Paul, il a déclaré qu'il se serait opposé à la loi sur les droits civils en raison de l'élément relatif aux droits de propriété, que même s'il aimait la loi sur les droits civiques qui interdisait au gouvernement de pratiquer la discrimination, la loi sur les droits civils n'interdisait pas seulement au gouvernement de pratiquer la discrimination, mais interdisait cette personne d'exercer une discrimination à la compte d'un noir, d'un afro-américain. Ou bien si on veut l'étendre sur d'autres minorités. C'est à cela qu'il s'oppose. Donc un libertaire est d'accord pour que le gouvernement ne discrimine pas. Donc il ne devrait même pas être assez grand pour pouvoir faire de la discrimination, le gouvernement. Mais tout le monde devrait avoir la liberté de discriminer, car c'est leur liberté de discriminer. Et ça éclipse le droit à l'égalité de quiconque. Et si on cite Rand Paul, il dit « Je n'aime pas l'idée de dire aux propriétaires d'entreprises privées que je hais le racisme. Je pense que c'est une terrible décision commerciale d'exclure qui que ce soit de votre restaurant. Mais en même temps, je crois à la propriété privée. Je vais appeler cela la liberté privée. » Alors, au Cato Symposium en 2010, ils ont débattu sur la loi sur les droits civils en 1964 parce que 4 libertaires, apparemment, ils débattaient, 4 hommes blancs, ils débattaient s'il fallait, l'interdiction de la discrimination était une mauvaise chose. Et ils pouvaient peut-être justifier la gravité de Jim Crow. Ou si l'interdiction de la discrimination n'était pas justifiée, quelles que soient les circonstances. Alors ses collègues ont invoqué des arguments relatifs au contexte historique et aux normes sociales pour défendre une position qui semble contraire à tout ce en quoi les libertaires croient. C'est lui que je cite. Je continue à le citer. Les libertaires ne devraient pas seulement s'opposer au titre 2 de la loi
sur les droits civils, ils devraient crier cette opposition sur le tout haut. Donc, le titre 2 est une attaque en règle contre un principe cher aux libertaires, à savoir que la propriété privée est privée. Cela signifie que les libertaires doivent être incroyablement méfiants à l'égard de cette loi. Un tel cas n'existe pas. Si la loi transforme les restaurants en un établissement public, alors les restaurants deviennent des lieux où la loi peut imposer des préoccupations de santé publique, où les clients ont des droits. Alors certains libertariens essayent d'adoucir leur position en disant « Considérons à quel point Jim Crow était mauvais ». La loi sur les droits civils de 1964 était donc nécessaire, mais elle les met toujours très mal à l'aise. Et les plus virulents, comme cet individu, sont violemment opposés à toute partie de la loi sur les droits civils qui va au-delà du pur gouvernement. Donc, si Jerry Falwell veut ouvrir une école privée qui pratique donc la ségrégation, en quoi un libertaire doit-il croire? Et je vous rappelle, Rand Paul déteste le racisme. Il le déteste. Mais l'égalité de la liberté, le principe de la liberté renverse celui de l'égalité. Donc, Rand Paul, quelle serait sa position sur l'école ségrégée de Jerry Falwell? Il autoriserait le mariage gay et il autoriserait la ségrégation. Alors, je ne vais pas répondre aux mains parce que je pense que ce sont celles que j'ai déjà prises. Donc, si je vous ai manqué, soulevez de nouveau la main. J'explique ce qui se passe avec le libertarianisme en pratique. Alors, le libertarianisme et le droit à la discrimination. Alors, le fait qu'en permettant la liberté, ils permettent beaucoup de choses qu'un progressiste soutiendrait. Et pourtant, cela les met aussi dans une position où plus que quiconque, plus que n'importe quel républicain traditionnel, ils s'opposent violemment à toute forme de droit civil qui interfère avec la liberté ou le droit de quelqu'un d'être raciste, sexiste, d'être homophobe, de discriminer. Parce que la liberté doit toujours triompher sur l'égalité. Même lorsque nous n'aimons pas ce que les gens font, disent ou pensent. Alors, est-ce que vous avez des pensées ou des questions? Brandon, est-ce encore ta main? Tu as levé encore ta main? Yes. Oui. Comme tu l'expliques, il est difficile de ne pas faire remonter la mentalité libertaire jusqu'aux années 1860. C'est plutôt cette mentalité qui se battait pour les droits de propriété des gens, des esclaves, c'est eux. Que je veux dire, je peux me tromper, mais il est difficile de ne pas voir qu'ils étaient les plus motivés, les plus enthousiastes à se battre pour les droits de la propriété, pour ces esclavagistes du Sud. Qu'ils soient eux-mêmes propriétaires d'esclaves, je ne pense pas que cela ait de l'importance. Ils étaient ceux qui étaient des combattants enthousiastes, c'est bien ça, c'est l'origine de tout ce sujet. Évidemment, ça remonte à plus loin, mais c'est difficile de ne pas y remonter en 1860 et de penser à ça. Est-ce correct? Je pense que le libertarisme s'est un peu plus développé depuis lors, car ils estiment qu'il n'est pas permis de tuer ou de battre un autre être humain. Si vous replacez le libertaire d'aujourd'hui en 1860, il s'opposerait à l'esclavage. Mais si vous voyez le libertarisme tel qu'il existait dans la culture américaine en 1860, où il ne semblait pas anormal pour ce type de société de se considérer les êtres humains comme des biens, alors, oui,
la liberté était leur principe directeur. people as property. Les gens comme des biens. Les gens étaient considérés comme des Today, biens. they would oppose that. Aujourd'hui, ils s'y Back opposeraient. then, if you À said l'époque, libertarian was donc then, à l'époque, ils verraient la liberté don't want to own a absolue. slave, don't own a slave. Vous ne voulez pas posséder un esclave, ne possédez pas un esclave. Si vous le voulez, ben faites-le. Personne n'a le droit d'interférer. En effet, l'idée de propriété, lorsqu'il s'agit Concept when we du bring up genre the subject of gender, though, because et the idea of owning la façon dont elle est liée au mariage, aux relations et à la culture, marriage and même, relationships and culture, even indigenous et même cultures, au sein des cultures indigènes du monde entier, then the concept of font owning que le concept de la propriété d'un être humain semble soudain normal et juste pour la grande majorité de la population de la Terre. Donc, est-ce que ça a du sens, Brandon? Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à ta question. Oui, merci, non, c'est super. Merci de le ramener aux gens, parce que c'est exactement ça. we're going to talk more about libertarianism and Nous gender. allons parler un peu Why plus I du think libertarisme et du genre. C'est pour ça que je l'ai dirigé là, parce que, you might imagine, comme vous pouvez l'imaginer, quand nous parlons de ce lien libertarianism, entre le libertarianisme et l'extrême droite, nous allons parler des Proud Boys. Ce ne sont pas des Proud Boys blancs, for a reason. So mais ils sont des Proud Boys, des hommes fiers, pour une raison. Donc en 2014, Gamergate, le genre, going to come into conflict. tout cela va entrer en conflit. Alors Joséphine, My question is taking us back alors ma a little question bit nous ramène à to that line right behind toute cette ligne juste derrière toi au sujet du mariage, the gay marriage. le mariage gay et des personnes qui soutenaient le mariage gay dans une position de la liberté. You taught it from the position of Et toi, equality. tu l'as enseigné depuis la position de l'égalité. Donc Both believe in gay marriage, but les deux croient au mariage gay, mais les motivations sont différentes. one is or the position is different. La position est différente. And why did they leave? Alors pourquoi sont-ils partis, hein? Couldn't they just switch? Ne pouvaient-ils pas changer? Is that too painful to switch? C'était trop douloureux de changer? The issue from 2018 to now has always been the same. Alors la question de 2018 à aujourd'hui a toujours été la même. Ça a toujours été un mouvement à droite qui va changer. Beaucoup de gens dans le mouvement ne l'ont toujours pas fait. C'est pour cette raison que les gens pensent Use que j'utilise des techniques de communication agressive lors des camp meetings ou sur le média broadcast parce que les gens ne changent so pas. it is possible. Et c'est une question de vie ou de mort, donc c'est possible. Mais quand il s'agit de... Il y avait un combat en Australie dans le mouvement en 2000... I think it was 2018. je crois qu'il s'agissait de 2018. Il y avait un combat sur le mariage gay. Parce qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le mariage gay était sur le point d'être légalisé en Australie. Et cela a provoqué un combat dans les membres en Australie où une partie des membres a dit « Nous devons empêcher le mariage gay d'être légalisé politiquement ». Et d'autres membres du mouvement australien ont dit « Mais de quel droit pouvons-nous imposer au gouvernement nos convictions morales ?» C'est comme la loi du dimanche. S'ils veulent se marier, ils doivent avoir le droit de se marier. On était au début de 2018. Exact. Et si j'ai le temps exact, pardon. Et le côté qui a dit par le biais du gouvernement australien, le mariage gay devait être légalisé. Ce sont les gens qui sont encore dans le mouvement aujourd'hui, hein. Nous avons toujours reconnu que le gouvernement ne devait pas imposer sa version de la moralité à la population. Nous avons donc soutenu le mariage gay et la discussion. Le problème, c'est le royaume de Dieu. Et ce qui est un péché, ce qui n'est pas un péché. Quand il s'agit de l'aborder dans cette direction,
tout comme le rôle de l'autorité de l'homme, tout comme nous l'avons fait avec Éden et Éden. Comme quand j'ai dû attendre 18 mois pour le faire en ce qui concerne le genre, nous avons dû l'aborder sous l'angle de l'égalité. Alors quelqu'un me dit qu'il s'agissait de 2017, mais quand ça allait être considéré comme un péché, il fallait l'aborder sous l'angle de l'égalité. Parce que oui, vous pouvez croire au mariage gay, parce que vous croyez en la liberté. Mais le problème, si nous l'introduisons en interne, c'est que si nous changeons et nous devenons à gauche, si nous voyons la bataille d'Ipsos et disons Clinton, alors nous devons défendre le droit d'une personne à être mariée par un ancien dans ce mouvement dans le royaume de Dieu. Donc ce n'est pas simplement une bonne chose de marier ces personnes, mais aux yeux de Dieu, ça le rendait heureux et c'est une position d'égalité. J'ai une autre citation sur le libertarianisme ou libertarisme. Elle vient de Current Affairs et s'intitule « Pourquoi les libertariens s'opposent aux civil rights ». Donc, la discrimination, ils disent, devrait être autorisée dans toute société qui honore la liberté d'association. Donc, si vous êtes une société qui honore la liberté, alors la discrimination devrait être autorisée. Nous devons condamner les personnes qui pratiquent la discrimination, même si nous insistons sur le droit légal de le faire. C'est notre façon de le dire que je ne serai pas d'accord. Je ne serai pas d'accord avec ce que vous dites, mais je défendrai en fin de compte jusqu'à la mort votre droit de le dire, votre liberté d'expression. Je la défendrai jusqu'à la mort, même si je n'aime pas ce qui sort de votre bouche. Donc, condamnez les gens qui pratiquent la discrimination, mais ils ont le droit légal de discriminer. Donc, la société, selon Ron Paul, devrait condamner une école qui pratique la ségrégation entre les étudiants noirs et blancs. Mais nous devrions insister sur le droit légal de cette école à le faire. C'est le problème avec le libertarisme. Donc, nous allons finir. Je vais prendre quelques réflexions, questions si vous en avez. Mais je veux donner quelques réflexions avant de conclure. J'ai nommé aujourd'hui quelques leaders d'extrême droite, environ 7, qui ont tous passé vers le parti, qui sont passés au parti libertaire. L'un d'entre eux est Gavin McInnes. Il a fondé les Proud Boys. Il s'identifie comme libertaire. Je veux parler de leur président, Enrique Tarrio. Donc, il est d'origine afro-cubaine, il était pour Trump. Il est le président des Proud Boys et je veux le citer. Vous l'avez peut-être vu dans les nouvelles, dans l'actualité de ces 2 dernières semaines. Il a été inculpé il y a quelque temps. C'était aussi dans les actualités pour avoir volé, brûlé un drapeau des Black Lives Matter. C'était le 4 janvier de l'an dernier, 2 jours avant le 6 janvier. Il a volé un drapeau Black Lives Matter dans une église historiquement noire et l'a brûlé. Je tiens à vous rappeler qu'il n'est pas blanc. Pourquoi se sent-il Pourquoi a-t-il fait ça concernant ses opinions sur les groupes et les idéologies extrémistes? Il a déclaré « Je dénonce la suprématie blanche, je dénonce l'antisémitisme, je dénonce le racisme, je dénonce le fascisme, je dénonce le communisme et tout autre isme qui a des préjugés envers les gens en raison de leur race et de leur religion et de leur culture et de leur couleur de peau. » En ce qui concerne sa propre ethnicité, il a déclaré « Je suis plutôt brun, je suis cubain. Il n'y a rien de suprémaciste blanc en moi. » Lorsqu'il a été accusé d'avoir pris et brûlé ce drapeau de Black Lives Matter, il a été condamné parce que le juge a déclaré que ses tentatives de montrer des remords n'étaient pas très convaincantes ou authentiques.
Mais il s'est excusé abondamment au tribunal et insiste encore aujourd'hui sur le fait qu'il est désolé d'avoir pris et brûlé le drapeau Black Lives Matter parce qu'il a pris et détruit la propriété privée de quelqu'un et cela est entré en conflit avec ses convictions libertaires. Donc, il est libertaire et dit on ne prend pas la propriété privée de quelqu'un pour la brûler. Cette église a la liberté d'arborer un drapeau qu'elle veut. Selon lui, une église blanche devrait pouvoir arborer un drapeau confédéré. Il devrait donc penser que cette église historiquement noire devait pouvoir arborer un drapeau Black Lives Matter. Il était en colère, il l'a volé, il l'a brûlé. Il sait que c'était mal, non pas à cause de l'égalité, mais que c'était en contradiction avec le libertarisme. Si vous voulez faire des recherches sur lui, je vous suggère de le faire. Comme ça, vous aurez une meilleure idée de ce que défend les Proud Boys. Et encore une fois, comme 2014, vous voyez le contexte du racisme et du nationalisme. Mais il est leur président et aucune des personnes sous ses ordres n'a de problème avec le fait d'avoir un président non blanc. Ils ne sont pas les Proud Boys comme ça, c'est pour une raison. On doit voir la signification dans le contexte du Gamergate et dans le contexte d'un monde post-chrétien. J'ai dit la semaine dernière que je partagerai un article et je ne l'ai pas fait parce que je pensais que ce serait mieux après avoir discuté un peu plus du libertarisme. C'est un long article. Il a été publié par Vox et il s'intitule « L'Internet est plein d'hommes qui est le féminisme ». Voici comment ils sont en personne et Emmett Ranson est allé parler à certains des hommes, pas les principaux leaders, mais certains des hommes de moins d'importance impliqués dans le Gamergate. Il est sorti en mi-2015, juste dans ce contexte du post-Gamergate. J'aimerais donc que vous lisiez cet article, puis vous mettiez en évidence les paragraphes spécifiques qui vous semblent les plus importants. Vous allez donc trouver le mot libertaire encastré dans ces paragraphes. Je pense que c'est quelque chose qui nous aiderait beaucoup si vous faites ce devoir. Alors, Rachel, quel est le nom de l'homme cubain? Je n'ai pas pu déchiffrer son nom. Est-ce que tu peux l'épeler? Il s'appelle Enrique Tarrio. Je l'ai tapé dans le chat. Je vais l'écrire au tableau. C'est juste un parmi un autre. Beaucoup d'entre eux ont renoncé au libertarianisme dans une certaine mesure, mais c'est toujours visible. Et c'est ce à quoi ils ont tendance à renoncer, ce ne sont pas aux croyances sociales du libertarianisme. Lorsqu'ils passent du libertarisme au républicanisme, c'est souvent davantage pour des raisons économiques. C'est pourquoi vous voyez encore des leaders républicains comme Enrique Tarrio, qui a maintenant été inculpé pour son implication dans le 6 janvier. Soutenir Trump, vous trouvez Ron Paul, un républicain, mais ils ont été fortement impactés par la pensée libertaire. Peut-être pas de manière durable, par le modèle économique. Je vais probablement vous envoyer des articles. Je l'ai nommé avant. Quel était son nom? Cet homme effrayant. Ils sont d'accord sur le fait qu'ils semblent tous d'accord. Pardon. Bannon. Steve Bannon. Steve Bannon vous dira ce qu'il pense du modèle économique libertaire. Beaucoup d'autres personnes le feront. D'anciens libertaires le feront. Ça ne marche pas. Mais ce à quoi ils s'accrochent sont les croyances sociales du libertarianisme. Je vais donc vous envoyer cet article. Si vous pouvez le lire pendant nos 2 semaines d'absence. Et nous continuerons ensuite à parler de cet article. Je pense qu'il y a des parties clés dans cet article qui sont significatives. Nous reviendrons sur le libertarisme et l'aile droite pour clore ce sujet. Quand nous reviendrons. Donc, y a-t-il une dernière pensée ou question? Probablement pas une question, mais quelqu'un a-t-il quelque chose à dire?
Okay. Sorry if I Désolée, j'ai know I parlé sound très vite, hein. But I Mais hope j'espère that some of that que makes ça a du sense. sens. Over the next Si au cours des 2 prochaines semaines, cela n'a plus de sens, faites-le-moi savoir et nous pourrions faire what we ce did que a nous few avons weeks fait ago, il y a de cela quelques semaines lorsque nous nous sommes réunis de nouveau and et have avoir more plus de temps pour la discussion, discussion et especially at the surtout au beginning, to début make pour nous sure assurer que ce what's qui est behind derrière me moi a du makes sens. sense. And Et nous ferons cela. Lynn, I haven't. I've missed your votre voice. voix m'a manqué ce soir. Would you mind closing? Est-ce que tu peux conclure pour nous? Alors, cher Dieu du ciel, nous nous présentons à nouveau devant toi. Nous te rendons grâce et te louons. Nous te remercions pour le privilège de pouvoir tenir ces réunions. Nous te remercions pour les bénédictions. Nous te demandons de nous aider à mieux comprendre. Aide-nous à être plus clairs sur ces questions importantes. Et nous prions pour tous ceux qui n'ont peut-être pas pu se joindre à nous ce soir et nous demandons qu'ils puissent regarder les enregistrements. Nous vous remercions à nouveau pour toutes vos bénédictions et nous vous demandons une nuit de sommeil réparatrice alors que nous continuons à vivre ce jour de sabbat. Et nous demandons à nouveau une bénédiction pour les réunions de demain. Nous prions tout cela au nom de Jésus. Amen.